Regard et Alexandre Wizy, sénateur socialiste de l'Oise. Vous êtes dans quel état d'esprit, monsieur Wizy? On est à quelques minutes des résultats du second tour. Confiant ou inquiet? Écoutez, combatif, parce qu'il y a eu un premier tour dans lequel André Chassaigne a fait un résultat qui a débordé déjà le nouveau Front populaire. Un petit peu quand même surpris de ce qui est en train de se passer en coulisses, c'est-à-dire, si vous voulez, si on voulait respecter l'esprit de l'élection, c'est quand même une élection sur laquelle il y a eu un front républicain large, et on voit qu'aujourd'hui, Madame Braun-Pivet, de ce qu'on comprend et entend, discute et a discuté avec des gens qui ont pratiqué le nini, c'est-à-dire les républicains. C'est ce qui se murmure effectivement dans les couloirs du palais Bourbon. Et donc, rien que ça, pour moi, c'est quelque chose qui est contraire à l'esprit de l'élection. Maintenant, il faut voir où est-ce qu'on en est, et j'attends comme vous avec beaucoup d'impatience les résultats qui vont tomber dans un instant, et j'espère qu'André Chassaigne sera en position de l'emporter, parce que c'est l'esprit de ce qui s'est passé et de ce que les Français ont voulu. Vous imaginez si nous revenions avec Yael Braun-Pivet, en fait, le mauvais film, il se passe une dissolution, les macronistes ont été placés 3e au soir du 30 juin, et tout d'un coup, c'est Yael Braun-Pivet qui ressurgit de la boîte. Tout ça n'est pas sérieux et n'est pas possible. On suivra donc ces résultats en direct dans un instant. Catherine Tricot, le président, avait dit ce vote à l'Assemblée, ça va en fait clarifier la situation politique. Est-ce que ce que nous dit monsieur Wizy, c'est-à-dire ce rapprochement qui semble se faire entre le camp macroniste et la droite, est-ce que c'est cette fameuse clarification? C'est pas vraiment très clair, puisqu'en fait, ils n'ont pas d'accord. C'est un accord qui n'est pas dit. Voilà, c'est un truc un peu secret. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme vient de le dire monsieur le sénateur, il y avait quand même aussi un deuxième accord des électeurs qui était de dire on ne veut pas que le Rassemblement national gouverne. Yael Braun-Pivet a dit qu'elle était prête à leur faire de nouveau une place à la direction de la Chambre, ce qui, à mon avis, préfigure ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire qu'un certain nombre de députés Rassemblement national facilitent son accession au pouvoir. Et ça, c'est assez contraire avec ce qui s'est passé également dans les urnes. Les Français ont massivement dit qu'ils ne voulaient pas du Rassemblement national à la direction du pays, et donc également à la direction de l'Assemblée nationale. Donc il y a beaucoup de choses qui sont un désaccord qu'on ne connaît pas entre Renaissance et les LR, et deux, des accords par anticipation sur le fait qu'ils auraient des vice-présidences, etc. Donc tout ça est quand même assez contraire à ce qui a été la vérité politique des élections, à la fois européennes et du second tour, où il y a eu un front républicain massif qui s'est mobilisé. Et c'est l'un des éléments qu'on va regarder tout à l'heure, à l'annonce des résultats. Que va faire Sébastien Chenu, Arnaud Stéphane, le candidat du Rassemblement national? Est-ce qu'il va aller au bout? Est-ce qu'il va participer à un éventuel troisième tour? Est-ce qu'il va se désister pour faire barrage au nouveau front? Il serait très curieux que le candidat du Rassemblement national, qui a quand même rassemblé 143 votes à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la totalité du Rassemblement national et des LR ciotistes, ne se maintiennent pas. Ça serait d'ailleurs pas très bien compris. Après, vous savez, il y a la magie de l'élection à bulletin secret. Et que donc, cette élection, elle est aussi là pour faciliter la création d'une majorité, ou en tout cas l'élection d'un président, sans que ça soit simplement des manœuvres d'appareil ou des manœuvres personnelles. Donc voilà, il y a un président ou une présidente qui sera élu ce soir à l'issue du troisième tour. Vraisemblablement qu'il y aura quelques surprises, et peut-être que si on fait le total des totaux des voix en essayant de les reconstituer, on n'arrivera pas totalement à la composition de tous les groupes. Maintenant, je ne vois pas Sébastien Chenu, en termes d'affichage, être obligé de se retirer. Ça serait un très mauvais message pour sa base. Alors, on suivra ça. Il y a quelque chose qui serait aussi très contraire au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est que normalement le règlement de l'Assemblée nationale permet à toutes les forces qui sont avec des groupes parlementaires d'avoir des postes, si ce n'est secrétaire ou même vice-président. Priorité au direct, on va écouter le doyen de l'Assemblée nationale pour l'annonce des résultats du deuxième tour. 574. Bulletin blanc ou nul, 5. Suffrage exprimé, 569. Majorité absolue, 285. Ont obtenu Madame Yael Braun-Pivet, 210. Monsieur André Chassaigne, 202. Monsieur Sébastien Chenu, 143.
Monsieur Charles de Courson, 12. Autres, 2. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il y a lieu de procéder à un 3e tour de scrutin. Toutes les candidatures sont-elles maintenues? Madame Yaël Braun-Pivet, Monsieur André Chassaigne, Monsieur Sébastien Chenu, Monsieur Charles de Courson, l'a dit donc. Monsieur Charles de Courson, désolé, j'ai pas entendu. Non. D'accord, ok. Administrateur, pardon. Voilà l'annonce Donc des, nous allons des procéder à un résultats. 3e tour et je rappelle qu'au 3e tour, au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit et qu'en cas d'égalité des suffrages, l'article 9 alinéa 2 du règlement prévoit que le plus âgé est élu. Comme aux 2 premiers tours, l'appel nominal commencera par la lettre F. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin est ouvert. À 19h50. Il sera clos vers 19h50. J'invite tout d'abord les secrétaires d'âge à voter. Voilà un 3e tour pour élire le ou la présidente à l'Assemblée nationale. Léopold Audebert, Mathieu Croissando, vous nous aviez promis du suspense. Il y en a. Il y en a, et première information, cette élection, ce 3e tour va donc avoir lieu puisque on passe d'un quatuor, Mathieu, à un trio, plus que 3 candidats. Avec cette règle impitoyable, à la fin, il n'en restera qu'un seul. Oui, personne n'a eu la majorité absolue. On rappelle que c'était la règle pour le 2e tour. Pour le 3e, c'est la majorité relative. Donc c'est celui qui arrivera en tête, qui sera celle ou celui qui sera désigné président ou présidente de la nouvelle Assemblée. Alors quand on voit un peu les scores de chacun, on voit qu'il y avait 86 voix, vous vous souvenez, qui étaient dans la nature, on disait tout à l'heure, celle de Philippe Juvin qui a jeté l'éponge dès la fin du 1er tour, et puis celle de Naïma Mouchou, enfin additionnée à celle de Naïma Mouchou qui a jeté l'éponge aussi. Yaël Braun-Pivet fait mieux que ses 86 voix. Oui. Ça l'emmenait à 206, elle fait 210 je crois. Ouais. Donc on peut voir qu'elle en a récupéré 4 de plus. André Chassaigne, lui, avait fait un très bon premier tour, 200 voix, mais c'était quasiment le plein, il en a récupéré 2 de plus. C'est très peu. Voilà, c'est assez peu. Quant à Sébastien Chenu pour le Rassemblement national, il fait quasiment l'équivalent. Une voix s'était perdue au premier tour, mais il fait les 143. C'est le nombre de députés qui siègent avec les amis d'Éric Ciotti dans son groupe. Celui qui a perdu des voix dans l'aventure, c'est Charles-Amédée de Courson, le centriste. Il lui manque 6 voix. Ben, les 6 voix, on voit qu'elles sont allées. Voilà, il y en a 4 qui sont probablement allées chez Yaël Braun-Pivet et 2 qui sont allées chez André Chassaigne. Et tout va se jouer là. Il reste 12 voix dans la nature désormais. Ce sont les voix les plus chères de la République, si j'ose dire. Celles qui étaient, qui s'étaient portées sur Charles-Amédée de Courson au second tour. Il ne se maintient pas au 3e. Pour qui vont voter les députés qui avaient glissé un bulletin dans l'urne à son nom? Suspense. Ah oui, la suspense totale, Céline. J'ajoute, vous l'avez entendu, José González l'a reprécisé, en cas d'égalité, ce qui peut arriver vu le score très serré que l'on observe là, en cas de majorité, au 3e tour, ce tour qui est à majorité relative, c'est le candidat le plus âgé qui est élu. Et ça va dans quel camp comme argument positif? Ça va du côté d'André Chassaigne, bien évidemment, qui est un député expérimenté, qui est là depuis des années. Je crois c'est 22 ans qu'il siège précisément. Il est à la tête du groupe communiste depuis 2012 maintenant, donc ça date. Mais son âge peut être, Mathieu, aussi un facteur déterminant. Oui, c'est arrivé une fois dans l'histoire, au 19e siècle, je crois, une seule fois dans l'histoire de l'Assemblée, qu'il y ait une égalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce règlement a été posé en cas d'égalité stricte. Au 3e tour, eh bien c'est le plus âgé
qui l'emporte. Le plus âgé est celui qui a la plus longue expérience parlementaire, on peut dire, en ajoutant pour le cas d'André Chassaigne, puisqu'il est élu depuis 2002. Sans discontinuer, on le rappelle, c'est un député communiste du Puy-de-Dôme. Il était patron du groupe communiste d'ailleurs depuis quelque temps, et puis c'est un orateur apprécié et respecté à l'Assemblée. Voilà, alors que Yael Braun-Pivet était une néo-députée en 2017, marcheuse historique autour d'Emmanuel Macron, qui a grimpé les échelons, présidente de la commission des lois, puis présidente de l'Assemblée nationale, première femme d'ailleurs présidente de l'Assemblée nationale. On va voir du coup ce qu'il va se passer pour elle tout à l'heure. Voilà Céline, au moment où on se parle, on entre donc dans cette dernière phase, ce troisième tour qui va être décisif avec une majorité relative à trouver. Plus question de passer la barre des 289, désormais c'est celui qui arrive en tête qui sera élu au perchoir. Merci beaucoup Léopold, merci Mathieu. On reviendra bien sûr vers vous tout au long de cette émission. Ils sont donc 3 à rester dans la bataille, Mélodie Mock-Gruet. D'abord, je rappelle les résultats. Yael Braun-Pivet, 210 voix. André Chassaigne, 202. Sébastien Chenu pour le RN, 143. Charles de Courson, 12. Lui, il se retire du troisième tour. D'abord, quels enseignements de ces résultats? Ça nous dit quoi? Déjà, on voit que Yael Braun-Pivet a fait le plein. À 210, c'est quand on rajoute les Républicains plus Horizon. Voilà, donc c'était le chiffre plafond qu'elle pouvait avoir, 210. On voit que Chassaigne a 2 voix de plus, parce on avait dit qu'il était arrivé au plafond. Ben non, il a 2 voix de plus. On suppose peut-être que c'est de Lyotte, parce que Lyotte, on a perdu. Il était à 18, on passé à 12. Et donc là, ah oui, grande surprise, 1 voix de plus pour le Rassemblement national. On est passé de 142 à 143. Donc on rappelle que les bulletins sont privés, voilà, c'est secret. Et donc là, en fait, tout se tient sur le groupe Lyotte, qui a 12 voix et qui peut faire tout basculer, entre guillemets, parce que normalement, les 3 candidats devraient garder leur même base. Ça, c'est la théorie, puisque en pratique, d'autres députés, par exemple, des députés du Rassemblement national, pourraient décider de voter pour l'un des 2 candidats. On aurait plus tendance à dire Madame Braun-Pivet qui accepte le fait de la représentation au bureau, voilà, que plutôt un candidat. Alors ça, comment ça se passe justement? Parce que vous nous dites il y a la théorie et puis il y a la pratique. Arnaud Stéphane, vous qui avez été député... Assistant parlementaire. Assistant parlementaire, pardon. J'ai raté l'étape suivante. Comment ça se passe en coulisses? Il y a eu des discussions sur, voilà, qu'est-ce qu'on fait si on est au troisième tour? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vote pour Sébastien Chenu? Est-ce qu'on vote pour quelqu'un d'autre? S'il y a des discussions, elles sont toujours dans l'extrême petit cercle des dirigeants des groupes ou de ceux qui décident à l'Assemblée nationale dans les représentations politiques. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui décident en effet de voter pour un autre candidat que celui du groupe auquel ils appartiennent, ça peut être une décision qui fait dans un tout petit groupe autour de la présidente ou du président du groupe. Et on se dit, bon, très bien, on va mettre... il y en a 2 qui vont s'abstenir pour vraiment brouiller les pistes. Il y en a 2 qui vont s'abstenir en plus. Et puis, il y en a 5 ou 6 qui vont porter leur voix par exemple, sur Madame Braun-Pivet. Encore une fois, le vote étant totalement secret, on peut recomposer en effet les groupes parlementaires, mais nous sommes au suffrage universel et évidemment il peut y avoir des surprises. Ça serait pas non plus une surprise extraordinaire que Madame Braun-Pivet, étant donné qu'elle est ouverte à la représentation de toutes les forces politiques au sein du bureau de l'Assemblée nationale et donc des postes autres que ceux des secrétaires qui sont de droit normalement pour l'opposition. Mais c'est vrai que 1 ou 2 postes de vice-président, peut-être une question, ça se négocie à ce niveau-là. Alexandre, vous y croyez pour André Chassaigne? Il peut remporter ce troisième tour? Bien sûr, j'y crois. Je pense qu'il y a 2, si vous voulez, il y a 2 points dans ce qui nous reste aujourd'hui dans le débat et dans la discussion qui moi, m'intéressent et m'interpellent. D'abord, Charles de Courson et les voix du groupe Lyotte. On sait que le groupe Lyotte est un groupe composite, mais il n'empêche que durant la dernière législature, Charles de Courson a été quand même sur des combats un peu emblématiques de cette législature, notamment sur la question de la réforme des retraites. Et on sait qu'il goûte quand même assez peu les méthodes autoritaires de l'ancien gouvernement, les procédures de 49.3, etc., etc. Et que donc, par conséquent, ces procédures qui ont été avalisées par Mme Yael Braun-Pivet, forcément, on peut imaginer que du côté de Lyotte, il se passe des choses. Le deuxième sujet, c'est en effet ce qui se passe au niveau du Rassemblement national. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de duplicité. Si vous voulez, quand vous avez été élu, comme Madame Braun-Pivet, avec des voix de gauche, dans le cadre d'un front républicain. Le front républicain, quel est son esprit, si on essaie de le résumer? C'est de dire le moins de députés possible du Rassemblement national dans l'hémicycle pour éviter
qu'ils aillent au gouvernement? Pourquoi ce qui vaut pour le moins de députés possible, qu'ils n'aillent pas au gouvernement, ne vaudrait pas pour l'élection à la présidence? Pour l'élection à la présidence, et puis surtout pour l'attribution des postes. Donc en fait, Madame Braun-Pivet s'arrange, fait son méli-mélo parce qu'elle est très bien sans doute à l'hôtel de Lassay, mais c'est vraiment pas conforme à l'esprit de l'élection. Il y a quelques prébendes qui y sont attachées, qui existent, mais c'est vraiment non conforme à l'esprit de l'élection. On va retourner à l'Assemblée nationale. Vous le voyez sur nos images, les députés sont en train de voter pour ce 3e tour pour élire le ou la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Et on vous retrouve, Léopold et Mathieu, avec votre invité. Oui, Céline, on est avec David Amiel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de Paris pour le bloc central, Ensemble pour la République, ex-Renaissance pour les personnes qui nous regardent et qui n'avaient peut-être pas cette mise à jour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms, on s'y perd un peu parfois du côté du camp d'Emmanuel Macron. Bon, état des lieux, votre candidate Yael Braun-Pivet repasse en tête à 210 voix. Derrière elle, qui talonne, il y a André Chassaigne pour le bloc de gauche. C'est une bonne nouvelle pour vous que le Rassemblement national se maintienne ou pas? C'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Ce qui est certain, c'est que c'est une clarification. Et je pense que ce qu'on voit désormais dans ce dernier tour pour l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, c'est un choix très clair qui est offert aux députés entre le bloc du nouveau Front populaire qui a désigné pour être candidat à l'Assemblée nationale quelqu'un qui représente idéologiquement une des franges les plus radicales quand même du nouveau Front populaire, qui est le communisme avec André Chassaigne. On a une candidature du Rassemblement national et on a effectivement une candidature du Rassemblement des modérés. Et je salue moi le sens de la responsabilité de beaucoup d'élus de la droite républicaine, d'indépendants, qui avaient fait le choix d'autres candidats au premier tour, que ce soit Philippe Juvin, Naïma Mouchou par exemple, et qui ont fait le choix lors de ce 2e tour de porter leur suffrage vers Yael Braun-Pivet. C'est ce qu'on essaie de bâtir ici à l'Assemblée nationale, ce compromis, ce rassemblement large. Mathieu. Vous êtes peut-être en train de réussir le plus grand coup de poker politique de l'histoire. Vous avez perdu 2 fois les élections et à la fin, c'est vous qui aurez gagné. Est-ce que vous pensez que les Français vont le comprendre ? Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les Français ne comprendraient pas aujourd'hui, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour la personne d'André Chassaigne, qu'une figure communiste arrive au pouvoir à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a une chose qui m'apparaît certain dans le paysage politique français aujourd'hui. C'est pas un bolchevique le couteau entre les dents quand même, André Chassaigne. Il est communiste, vous le confirmez. Et je crois qu'il y a une chose qui est certaine. C'est ce que j'ai dit. Oui. Je n'attaque pas sa personnalité, il est respecté à l'Assemblée nationale depuis longtemps. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le communisme n'est quand même pas le point d'équilibre de la société française aujourd'hui. Je crois que les Français ne comprendraient pas que ce soit le message qui soit envoyé à l'issue du scrutin de ce soir. Là où vous avez raison, c'est que l'Assemblée... C'est que le macronisme est le point d'équilibre de la société française ? Ce n'est pas le macronisme aujourd'hui qui est en jeu à l'Assemblée nationale, c'est un rassemblement de modérés qui viennent de différents partis. Et évidemment, c'est ça qu'il faut ensuite pouvoir construire. Ça s'appelle le macronisme, ça, non ? Des modérés qui viennent de différents partis ? Ah non, parce qu'il y a un parti qui est celui du président de la République, Renaissance, désormais ici appelé Ensemble pour la République au sein du groupe parlementaire. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir travailler avec des députés qui ont fait campagne contre le président, contre le macronisme. Je pense en particulier à la droite républicaine, mais qui aujourd'hui peuvent se retrouver avec nous sur l'essentiel. En un mot, vous y croyez encore là? Bien sûr, nous sommes arrivés en tête au second tour et nous avons désormais ce 3e tour qui est en cours. 3e tour en cours, Céline, toujours ces images, cette farandole de députés. On a vu il y a quelques instants un député particulier, François Hollande, qui a voté, ancien président de la République. Et là, c'est Marine Le Pen, la présidente du groupe RN, qui se maintient pour ce 3e tour, alors que ça n'était pas forcément prévu. Merci beaucoup Léopold, merci Mathieu, merci à votre invité. On vous retrouvera bien sûr dans quelques minutes. Catherine, est-ce qu'il y a dans ce 3e tour, on rappelle, il y a 3 personnes désormais, Yael Braun-Pivet pour le camp présidentiel, et André Chassaigne pour le nouveau Front populaire et Sébastien Chenu pour le Rassemblement national. Est-ce qu'il y a une ou un favori ? De mon cœur ou... non, mathématiquement. Dans mon cœur, ça serait André Chassaigne, bien sûr. Tout à fait. Je pense que ça sera Madame Braun-Pivet qui va sortir, parce que bien que je suis, comme ce que vient de dire, ce que vous venez de raconter à l'instant, c'est qu'on peut penser que Elliott ne va pas forcément se porter sur Madame Braun-Pivet parce qu'ils n'ont pas tellement apprécié le comportement de l'ancienne mandature. Mais par contre, je pense qu'un certain nombre de députés Rassemblement national, et ça va se voir très vite quand on va voir le résultat de M. Chenu, ou bien il retrouve ses 143 voix, ou bien il aura participé à l'élection de Mme Braun-Pivet, ce que je crois très plausible, et ce que je crois présage très très mal de la suite, parce que ça veut dire qu'en fait, elle ne tient son pouvoir à l'Assemblée et peut-être le pouvoir politique dans le pays que d'un accord avec les LR
qui n'est pas un accord politique et d'un soutien en sous-main de l'extrême droite pour empêcher le Front populaire de gouverner alors qu'il est arrivé en tête. Donc tout ça, ça veut dire que c'est extrêmement fragile. Ça veut dire que le jour où le Rassemblement national décide d'appuyer sur le bouton, pouf, ça pète. Donc, ça veut dire que le Rassemblement national sera encore l'arbitre finalement, au lieu d'avoir maintenu véritablement ce qui avait fait la force de ce second tour, c'est-à-dire un cordon sanitaire qui dit que le Rassemblement national ne participe pas à la direction du pays, donc ni au poste de direction à l'Assemblée nationale, ni au poste de pouvoir au gouvernement. C'est un arbitre sous stéroïdes, parce que c'est un arbitre qui fait 143 voix au sein d'une Assemblée nationale qui est extrêmement morcelée. Donc c'est plus vraiment un arbitre, c'est-à-dire qu'il est à la fois, il est plutôt faiseur de roi que qu'arbitre, ce qui est quand même une nature un peu différente. Mélodie, est-ce que vous pensez comme Catherine que Yaël Braun-Pivet fait figure de favorite pour ce troisième tour? Sur les chiffres qu'on a là, oui, mais il y a aussi, attendez, 5 bulletins nuls et 2 autres, donc ça fait 7. Sur des chiffres aussi serrés, on peut avoir des surprises sur cela. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les autres et pourquoi les 5 bulletins nuls. On a 569 députés, donc peut-être qu'on en a 3 de plus qui vont débarquer et on ne sait pas pourquoi ils n'étaient pas là, ils étaient à la buvette au lieu de voter. Enfin, on ne sait pas, je dis ça comme ça. C'est un peu habituel. Voilà, mais bon, il nous en manque un petit peu, donc potentiellement, il y a quand même des voix. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que chaque voix compte. Exactement, chaque voix compte. Je voudrais juste faire 2-3 remarques, si vous me permettez. C'est qu'on a l'air surpris des conciliabules, tout ça. Parce qu'en fait, c'est la première fois où il y a autant de focus sur la présidence de l'Assemblée nationale, sur les postes de bureau. Mais en fait, c'est quelque chose de tout à fait... je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais habituel dans cette maison, dans ce fonctionnement. En fait, il y a des ententes ou des alliances de circonstances, pas forcément politiques, qui se passent pour les postes. Donc, c'est quelque chose qui arrive toujours, enfin tout le temps. Et on l'a vu déjà même en 2022, tout bêtement, en questeur. Ciotti, c'était pas du tout le premier groupe d'opposition. Le premier groupe d'opposition, à l'époque déjà, c'est le Rassemblement national avec 89 députés. Dans le règlement de l'Assemblée nationale, ils disent que c'est un député de l'opposition, pas le premier groupe, qui peut avoir la questure. Et Éric Ciotti a tout à fait, de son côté, réussi à gérer, alors qu'à l'époque, il n'était pas censé être Rassemblement national, mais il a réussi à avoir sa questure. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça. Et pour revenir à un autre point, on verra s'il y a une vraie alliance, je répète, pas forcément politique, mais une vraie alliance au sein de l'hémicycle pour Mme Braun-Pivet avec les Républicains. Je pense qu'on le verra samedi matin. Pourquoi ? Parce que samedi matin, il y a la présidence de la Commission des finances. Normalement, la majorité ne vote pas. C'est quelque chose de républicain. Elle dit, bon, comme la présidence de la Commission des finances, c'est pareil, c'est un député de l'opposition qui doit l'avoir. Il est d'usage républicain que la majorité laisse les oppositions se battre et se mettre des candidats et ne vote pas pour les laisser. On verra si cette fois-ci, la majorité, elle va voter et pourrait faire basculer justement, au lieu que ce soit le Rassemblement national, qui aujourd'hui aurait plus de voix, ou au lieu que ce soit M. Coquerel, ça pourrait être par exemple une Mme Louvagie, qui est républicain. C'est un usage assez récent, c'est Nicolas Sarkozy qui avait donné la commission des finances à l'opposition. C'est un usage assez... Voilà. Alors on va revenir aux images en direct. Ces députés qui sont en train de voter pour le troisième tour, pour l'élection à la présidente de l'Assemblée nationale. Il reste 3 candidats. Yaël Braun-Pivet pour le camp macroniste, André Chassaigne pour la gauche. Et puis le troisième, c'est Sébastien Chenu, le candidat du Rassemblement national. On écoute Éric Coquerel, le député insoumis. Vous voyez qu'il y a un troisième tour qui va être très serré. Peut-être que l'âge d'André Chassaigne va lui servir, parce que je rappelle qu'à égalité de voix, c'est le plus âgé qui l'emporte, et que tout reste possible, et que manifestement, les choses vont dépendre de la manière dont les voix de M. Charles de Courson se répartissent. Voilà où on en est. Ça montre bien que malgré des alliances entre le camp macroniste et les Républicains, les choses sont serrées, et si elles sont aussi serrées, c'est parce que la seule coalition homogène qui est celle Nouveau Populaire est en tête et est majoritaire dans cette Assemblée. Alexandre Louisy.
Écoutez, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit l'ancien président de la commission des finances. En fait, juste pour déplacer un peu la focale, parce qu'on est très intéressé par la course de petits chevaux et c'est normal parce qu'on est en train de la regarder et que, comme vous, je suis impatient d'avoir le résultat. En fait, il faut replacer ça dans la séquence. On part d'une séquence où il y a eu une élection. Il y a quelqu'un qui est arrivé en tête, qui s'appelle le Nouveau Front Populaire. Il y a un président de la République qui a écrit « Personne n'a gagné », qui n'a pas félicité la force arrivée en tête, qui ne l'a pas appelé à Matignon et qui essaye de jouer là quelque chose pour l'empêcher d'accéder aux responsabilités. C'est-à-dire, si André Chassaigne ne l'emporte pas, ça met aussi du plomb dans l'idée d'accéder à Matignon pour la gauche. L'idée du président de la République, c'est bien d'essayer d'affaiblir le fait que la gauche puisse aller à Matignon en essayant de leur faire perdre la question de l'Assemblée nationale. Je vous dis les choses très simplement et comme je les pense. S'ils avaient gagné, même en majorité relative, comme nous l'avons fait, de 1 siège, de 2 sièges, il y aurait un Premier ministre qui aurait été immédiatement appelé à Matignon de la part de la Macronie. Vous pensez qu'il aurait hésité une seconde? Il n'aurait jamais hésité. Donc ce qui se joue aujourd'hui, c'est aussi l'idée que se fait Emmanuel Macron de la légitimité de la gauche à exercer le pouvoir. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez profond en fait. Et donc là, il essaye par les combinaisons d'arrière-cour, parce que personne n'a plébiscité le projet des Républicains. Personne même n'a plébiscité son projet. Ils sont arrivés 3e du premier tour, je le rappelle. Il essaye d'effacer ce qui s'est passé à l'élection. Donc c'est quand même un moment politique particulièrement important et pour lequel il faut remettre du sens. Et nous ne nous laisserons pas faire, évidemment, quel que soit le résultat ce soir, même si j'espère qu'André Chassaigne va s'en sortir parce qu'il n'est pas loin de pouvoir le faire. Alors on suivra tout ça. Les députés sont en train de voter pour ce 3e tour. Sophie Dupont, vous êtes à l'Assemblée nationale. Vous suivez le Rassemblement national. Est-ce que le maintien de Sébastien Chenu pour ce 3e tour, est-ce que c'est une surprise ? Oui, c'est une surprise parce que personne n'avait dit dès le départ que Sébastien Chenu se maintiendrait aux 3 tours. En fait, quand on essayait de les interroger, ils maintenaient le suspense, ils disaient on va voir en fonction des rapports de force après chaque tour. Et donc, c'est une surprise. Sébastien Chenu qui a crié oui avec un large sourire quand on lui a posé la question de son maintien tout à l'heure, juste après le second tour. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a 2 candidats encore en lice. Il y a André Chassaigne et il y a Yaël Braun-Pivet. Et toute la question va être de savoir si les 143 députés qui ont pour l'instant à chaque tour voté pour Sébastien Chenu, est-ce qu'ils vont réellement voter encore une fois lors de ce 3e tour pour lui ou est-ce qu'ils vont être tentés de sauver Yaël Braun-Pivet face à André Chassaigne alors que le résultat pourrait être serré? Un député influent me disait cette semaine à propos de André Chassaigne et de Yaël Braun-Pivet, entre un candidat toxique et une candidate nulle, je préfère une candidate nulle. Donc évidemment on va scruter ces 143 voix à l'issue de ce 3e tour. Est-ce qu'ils vont vraiment se reporter sur Sébastien Chenu? J'échange avec des députés qui me disent a priori oui, personne ne soutiendra Yaël Braun-Pivet, mais vous le savez, le RN n'est jamais à l'abri de faire des surprises lors des scrutins importants. Donc on scrutera le résultat de ce 3e tour et est-ce que les 143 voix restent bien à Sébastien Chenu ou est-ce que certains ont décidé de soutenir Yaël Braun-Pivet pour être sûr de voir la candidate sortante réélue ce soir au perchoir. Sophie, tout à l'heure en plateau, on parlait des tractations qui sont en cours. Vous qui êtes sur place, quelle est l'ambiance qui règne au Palais Bourbon et qu'est-ce qui se passe là en ce moment même ? Alors ce qui se passe, et c'est assez flagrant, quand on est dans l'hémicycle, on voit les députés qui votent un par un, ils sont appelés au perchoir, ils votent à bulletin secret, ils redescendent du perchoir et ils quittent aussitôt l'hémicycle. Je les ai vus quitter l'hémicycle après leur vote tout au long de la journée et pourtant on ne les voit pas arriver dans les périmètres qui sont réservés à la presse et que vous voyez derrière moi. Vous regardez, cette salle des 4 colonnes, elle est remplie de journalistes, mais aucun député n'est là alors que l'hémicycle se vide au fur et à mesure. Et donc en fait, on peut imaginer que tous ces députés se retrouvent actuellement dans les salons attenants de l'hémicycle où évidemment les journalistes n'ont pas accès, également à la buvette des députés où les journalistes toujours n'ont pas accès et évidemment où les tractations sont toujours en cours parce que ce vote aujourd'hui il est crucial mais il va être suivi d'autres votes qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Il va avoir le vote des vice-présidents de l'Assemblée, un scrutin qui va être aussi déterminant pour essayer d'évaluer les équilibres ici à l'Assemblée. Samedi, il y aura aussi le vote des présidents de commission et la plus prestigieuse d'entre elles, la commission des finances qui doit revenir à l'opposition, qui la récupérera. Donc on peut imaginer que tout ce petit monde que vous voyez dans l'hémicycle est en train encore d'échanger au moment où l'on se parle et d'affiner les dernières stratégies pour des derniers postes. On le sait que la droite républicaine échange avec la Macronie et évidemment des échanges doivent encore avoir lieu au moment où on se parle. Merci beaucoup Sophie Dupont avec Romain Lavoie. Arnaud, Sophie nous disait tout à l'heure, c'est un peu une surprise le fait que Sébastien Chenu se soit maintenu au 3e tour. En 2022, il s'était désisté après le premier tour. Oui, au profit d'Yaël Braun-Pivet. Oui, mais 88 voix, c'est pas la même chose que 143. Enfin,
potentiellement 120 plus l'apport des ciotistes. Et puis nous sommes dans une configuration qui n'a rien à voir. Nous sommes dans une Assemblée nationale où il y a 3 blocs qui sont en opposition, 3 blocs qui se sont affrontés très durement et pendant l'élection européenne, puis à l'élection législative. Et puis en plus, tout le monde sait qu'il y a le tic-tac qui s'est immédiatement mis en place le soir du second tour de l'élection législative. Tout le monde sait qu'il est très possible que dans un an, nous revotions. Donc oui, on ne peut pas aujourd'hui prendre des prises de position qui pourraient éventuellement laisser penser que le Rassemblement national s'efface devant une ex-majorité, plus majorité, au profit d'une majorité qui n'en est pas une. Mélodie Mock-Gruet, on va réfléchir à la fin de cette phrase. Mélodie, quelle stratégie vous voyez, vous, derrière le maintien de Sébastien Chenu? Pourquoi il a décidé ça? C'est ça, c'est qu'en gros, il y a les 3 blocs qui sont dessinés, les 3 blocs dont on parle, le bloc central, le bloc de droite et le bloc d'extrême, enfin de gauche, voilà, comme ça, c'est les 3 blocs dessinés. Et c'est vrai qu'ils pensent déjà à l'après, soyons clairs. La question qui sera, c'est est-ce qu'ils seront 143 ou est-ce qu'ils seront 120? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a certains qui vont voter pour... oh, quelle surprise, Madame Braun-Pivet. Voilà, c'est ça la question qui va se poser. Par contre, j'ai l'impression que parfois, là, c'est la présidence de l'Assemblée nationale. C'est pas le gouvernement, c'est pas la même chose. C'est pas, même si c'est un symbole politique très fort. Hein, je n'ai rien à, on va pas l'empêcher. C'est le 4e personnage de l'État, et ça va même renforcer ce personnage du fait de la fragmentation politique de l'Assemblée nationale. Et on a besoin d'autant plus d'avoir quelqu'un d'ultra républicain. Alors, Monsieur Chassaigne est connu d'ailleurs pour être très républicain, très respectueux des institutions. Madame Braun-Pivet, certains peuvent considérer que moins, mais elle a mis très en avant la majorité et l'opposition, avec des niches transpartisanes, avec une volonté. Rappelons également que ce n'était pas du tout la candidate du président de la République. Il n'en voulait pas particulièrement. Il préférait une autre candidate. Donc c'est la candidate de la Macronie, du bloc central, mais pas du président. Et d'ailleurs, elle joue pas mal là-dessus. Voilà. Et elle ne fait pas l'unanimité non plus dans son propre camp. Exactement. Donc... Donc, et ce personnage, ce 4e personnage de l'État, donc c'est très important, c'est pas lui qui va permettre la cession d'un gouvernement, mais ça va être l'interlocuteur privilégié aujourd'hui dans ce qui va se passer. Alors Catherine, je vous vois un peu dubitative. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord avec vous, c'est pas tout à fait un rôle fondamental dans la constitution du gouvernement, ni même dans le vote des lois qui vont être proposées au Parlement. Donc ça, c'est tout à fait exact. Ce qui se joue là, c'est qui est capable de constituer une majorité ou pas. Et là, en l'occurrence, Madame Braun-Pivet ne peut constituer une majorité que si elle a toutes les voix des LR, d'une part, et une partie des voix du Rassemblement national. Donc ça définit, d'une certaine manière, puisque c'est cela l'indication qui va ressortir de ce vote, c'est est-ce que Madame Braun-Pivet est devant Monsieur Chassaigne grâce à des voix du Rassemblement national. Ça veut dire que si le président entérine ce rassemblement-là, ça veut dire qu'il entérine d'une certaine manière un accord. Je ne dis pas un accord politique, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que le Rassemblement national et la Macronie ont passé un accord politique. Par contre, il peut y avoir d'une certaine manière une position d'attente du Rassemblement national qui laissera passer ce qui l'intéresse. Et puis, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jour où il décidera qu'il est prêt, qu'enfin il a un gouvernement, des ministres et voire des députés présentables, il appuiera sur le bouton détonateur. Mais c'est ça qui se joue. Tandis que André Chassaigne, évidemment, ne serait pas élu avec les voix du Rassemblement national. Chacun le comprend. En quelques mots, après, on retourne à l'Assemblée nationale. Si on s'arrête sur le 2e tour, celle qui est devant, c'est Madame Braun-Pivet, sans les voix du Rassemblement national. Mais avec celle des républicains qui n'ont pas été dans le front républicain. C'est là où, en fait, le sens de l'élection, pour moi, est perverti. Parce qu'en fait, vous avez des gens qui étaient dans le nini, qui, moi, j'étais avec parfois des candidats républicains qui m'expliquaient qu'ils avaient des problèmes de méthode et non de fond avec le Rassemblement national. Donc vous êtes sur une famille politique qui ne sait plus vraiment où elle habite. Et quand même, par rapport au sens de l'élection, rien que ça, pour moi, c'est problématique, en fait. Que Mme Braun-Pivet accède à la responsabilité avec des gens qui ont fait le nini, alors qu'elle est élue par des gens de gauche qui ont fait front républicain, il y a un problème. Il y a un problème politique. Allez, on va retourner au Palais Bourbon pour retrouver Léopold Audebert, Mathieu Croissando. On le voit sur les images, les députés sont en train de voter. On ne sait pas qui va devenir président ou présidente de l'Assemblée nationale, mais ça se joue maintenant, Léopold.
Oui, ça se joue maintenant et précisément les résultats, Céline, nous parviendront dans un peu moins d'une demi-heure maintenant. Ça y est, à l'issue d'un après-midi complètement incertain où on a vécu des désistements de la part en fait de la moitié des candidats puisqu'ils étaient à la base 6, ils ne sont plus que 3. On voit, Mathieu, qu'il y a un duo de tête qui commence vraiment à se détacher. C'est Yael Braun-Pivet qui est en première position avec 210 voix pour l'instant. Et derrière elle, eh bien, il y a André Chassaigne à 202 voix. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche potentiellement, parce qu'on rappelle que la règle a changé. Le jeu n'est pas le même depuis maintenant le tour précédent. Nous sommes maintenant dans une majorité relative. Oui, une majorité relative. Et puis, donc voilà, les deux figures qui avaient le plus de chances de l'emporter sur le papier, qui se retrouvent en finale à 3, oui, parce qu'il y a les Rassemblements national. Oui. Sébastien Chenu qui a maintenu sa candidature, mais qui a peu de chances d'élargir son nombre de voix. C'est deux profils très différents. Hein. André Chassaigne, il est élu depuis 2002, député communiste du Puy-de-Dôme. Voilà, il n'est pas parisien. C'est un fort en gueule, bon orateur, respecté et apprécié à peu près sur tous les bancs de l'Assemblée, parce qu'il a une faconde et il a une bonnomie qui fait que un territoire rural. Et voilà, il incarne un territoire rural. C'est quelqu'un qui est solidement implanté et qui est communiste, mais voilà, qui est communiste des champs plus que communiste des villes. Et puis en face, on a Yael Braun-Pivet, élue des Yvelines en région parisienne. Qui, elle, a grimpé les échelons à la force du poignet parce qu'elle n'a rien hérité d'une certaine façon en politique. Elle a ravi la présidence de la commission des lois alors que sous la précédente législature, en 2017, oui. Alors que ça n'était pas forcément elle qui était la favorite et que tout le monde n'était pas pour elle. Elle est devenue présidente de l'Assemblée nationale, on s'en souvient, en 2022, première femme à devenir présidente de l'Assemblée nationale, alors que l'Élysée n'était pas pour. C'était Roland Lescure à l'époque qui était le candidat entre guillemets naturel d'Emmanuel Macron. Elle a su montrer qu'elle était capable de surmonter des défis. Et là, ça serait quand même un défi assez énorme de la voir conserver son fauteuil, son perchoir, alors que, il faut quand même le dire, la majorité, l'ex-majorité, l'ex-camp présidentiel a quand même subi 2 très lourdes défaites, une gifle aux européennes et 2 claques aux législatives. Oui, c'est la question évidemment, Céline, de l'image qu'on se pose avec Mathieu depuis cet après-midi. C'est-à-dire que, est-ce que dans quelques minutes maintenant, c'est la présidente sortante de l'Assemblée nationale qui va retrouver son perchoir malgré 2 défaites très importantes d'Emmanuel Macron? Alors, je ne suis pas certain que ce soit forcément compris ou admis par tous les Français. Après, c'est le jeu des votes à l'Assemblée nationale. Mais le match est serré, il faut le rappeler, hein, parce qu'il y a 12 voix qui s'étaient portées sur Charles de Courson au second tour, qui ne se représentent pas lui pour le 3e tour. Où vont-elles aller? Est-ce qu'elles iront vers André Chassaigne ou vers Yael Braun-Pivet? Y aura-t-il égalité? Tous les scénarios sont possibles. Et j'ajoute pour terminer, Céline, qu'il nous remonte aussi du côté du service politique de BFM TV que, vous le savez, Emmanuel Macron, il est en déplacement en ce moment du côté de l'Angleterre, que la question a tenté de lui être posée, quel était son regard sur ce qui se passait aujourd'hui à l'Assemblée. Emmanuel Macron, il invoque un argument pour ne pas répondre. Il dit je ne réponds pas sur les affaires intérieures quand je suis à l'étranger. Enfin, surtout quand ça l'arrange. Oui, quand ça l'arrange, parce que nous, on le suit et je peux vous dire qu'au G7 en Italie, pendant cet entre-deux tours notamment des législatives, il était bien content, Emmanuel Macron, d'avoir les journalistes là pour lui poser des questions sur ce qui allait se passer potentiellement. Donc, on va dire politique à géométrie variable pour le chef de l'État. Beaucoup Léopold, merci Mathieu, on se retrouve dans quelques minutes. Alexandre nous dit, pour rebondir sur ce que viennent de nous dire nos journalistes, si Yael Braun-Pivet retrouve son perchoir, pour vous ça enverra quel message ? Pour moi, ça enverra le message que ce qu'ont dit les Français dans les urnes n'a pas du tout été compris ou entendu. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression d'un éternel retour du même. La force qui est arrivée 3e aux élections présente un candidat, fait de la tambouille avec les LR qui reviennent à 50 dans des conditions absolument dantesques. D'ailleurs, en faisant un nini, ce que je vous disais tout à l'heure, pendant que la gauche et les macronistes pratiquaient le Front républicain. Donc ça envoie un message mais totalement incompréhensible. J'ajoute par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que Yael Braun-Pivet serait une femme qui pratiquerait une forme de consensus. Jamais il y a eu autant de sanctions prononcées dans l'histoire de l'Assemblée nationale que durant cette mandature. Et en plus, sur la sévérité des sanctions, des membres du bureau éminents comme Valérie Rabault, qui est une socialiste qui regardait les choses de près avec beaucoup de soin, voyait que le régime de sanctions était particulièrement dur et particulièrement manifeste. Donc, on n'est pas vraiment dans l'esprit du consensus. Par ailleurs, les 49.3, ils sont passés les uns derrière les autres et sans que ça pose de problème et que ça empêche de dormir l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, on est quand même sur quelqu'un qui ne sait pas
monsieur le sénateur. qui ne s'est pas vraiment fait respecter du Parlement. Juste sur les sanctions, pourquoi ça vous fait grincer des dents, Arnaud Stéphane? Non, mais parce que c'est peut-être la première mandature où il y a autant d'incidents en séance et des incidents de nature très particulière. On est vraiment monté dans les tours en termes d'incidents, de multiplication des incidents et de nature des incidents. Voilà. Donc oui, c'est normal qu'il y ait eu le bureau de l'Assemblée ait pris plus de sanctions, mais parce que c'était une mandature tout à fait particulière. Et c'est lié au fait qu'il n'y a pas de majorité. Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil. Quand vous vous retrouvez dans une situation où celui qui, je reprends l'expression du président qui est devenu maintenant habituel, celui qui bordélise finalement est celui qui prend le plus de points, en tout cas médiatiquement, politiquement, pour se structurer dans son message politique, et on aboutit à ça. Il faudrait vite qu'on revienne à un système où on puisse retrouver une majorité stable. Et vous savez, sous les républiques antérieures, il y avait de l'ambiance à l'Assemblée nationale. Hein. Oui, bien sûr. Il ne faut pas non plus se figurer que ce qui se passe est complètement délirant. Enfin, je veux dire, les gens ne se sont pas... Sous la quatrième, c'est un peu plus calme. Si vous voulez, sous la troisième, si on regarde des scènes en Italie où les gens s'attrapent dans l'hémicycle, etc., ce que je veux dire, c'est que le régime de sanctions a été appliqué avec beaucoup de rigueur, voire une excessive rigueur. Et que pendant des choses qui auraient peut-être nécessité une réprimande, se sont terminées en exclusion temporaire de l'Assemblée nationale. Vous voyez. Parlez de monsieur. Je parle de. En fait, il y a plein d'exemples. En fait, de députés insoumis. De députés insoumis, par exemple. Mais vous en avez d'autres. La plupart étaient des députés insoumis, en fait. Voilà. 80% des sanctions étaient contre les députés insoumis. Ouais. Mais ils n'ont pas non plus un droit de tirage sur les députés insoumis parce qu'ils sont insoumis, que ça pose pas de problème. Vous voyez, c'est. Catherine Tricot. Oui, moi je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur le problème que cela poserait d'avoir le retour du même. Il se trouve qu'il y a eu une crise démocratique assez grave dont on a du mal à se remettre, qui a été le vote de 2005 quand la majorité des Français, après un vote massif, puisqu'on avait aussi 70% de participation en 2005, comme cette fois-ci, 70% des Français se sont mobilisés et avaient voté non au traité constitutionnel qui a été... pour le traité constitutionnel pour l'Europe et qui a finalement été voté par l'Assemblée et donc au mépris finalement du vote des Français. Et je pense que cet événement, beaucoup s'en souviennent, ça fait partie des traumatismes dans la vie démocratique française. Et si on arrivait à une situation où ceux qui sont arrivés troisième à l'élection européenne, avec 14% des voix, ceux qui sont arrivés troisième à l'élection législative avec 20% au premier tour, se retrouveraient à diriger l'Assemblée et éventuellement même à diriger le gouvernement et le pays. Je pense que là, il y a quelque chose qui est une bombe à retardement sur le plan démocratique dont notre pays n'a vraiment pas besoin. Pour moi, ça, c'est cotiser véritablement à la crise démocratique, à la crise politique et, à mon sens, à l'extrême droite. Arnaud Stéphane. Il y a une crise démocratique dans la crise démocratique. La gauche a réussi le tour de force de recréer une dynamique au soir de l'élection européenne. C'était pas donné. Le Rassemblement national était sur une dynamique. Il n'a pas vu que la dynamique avait changé. Et c'est le nouveau Front populaire qui a pris la dynamique politique. Et le Rassemblement national a mis du temps à s'en remettre, ce qui peut expliquer aussi qu'il est calé entre les deux tours et que son résultat n'est pas à la hauteur de ses attentes. Et puis l'autre crise politique qui serait quand même majeure, c'est que si on regarde, je vous ai entendu parler d'un coup des élections européennes, puis après des élections législatives, mais si on prend aussi la séquence, le Rassemblement national sort très haut au soir de l'élection européenne, à 35%, et au soir du premier tour des élections législatives, si vous regardez la carte de France, dans l'immense majorité des circonscriptions en France, c'est le Rassemblement national qui sort en tête. Ça serait quand même très compliqué que le Rassemblement national se retrouve, et c'est pas un jugement de valeur, se retrouve complètement exclu du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et je pense que tout le monde, en s'arc-boutant sur cette espèce de totem de moraline, a finalement poussé à ce qui va se passer à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Madame Braun-Pivet a eu l'intelligence de dire, peut-être stratégique, de dire « mais moi, je ne partage pas ce que vous dites, mais en revanche, je vais suivre le règlement de l'Assemblée nationale, rien que le règlement de l'Assemblée nationale, et qu'avec ce règlement de l'Assemblée nationale, je ne me vois pas en train d'exclure un parti aussi important, un groupe aussi important, des fonctions qui lui reviennent de droit par le règlement de l'Assemblée nationale. Alexandre Huizy. Mais, je pense qu'on a une erreur, un décalage d'appréciation. En fait, ce qui se passe, ce n'est pas de la moraline, c'est au contraire pour moi le sens du vote. Le sens du vote, c'est en tout cas au deuxième tour
le Front républicain. Ce qu'ont dit les Français, c'est nous ne voulons pas de majorité à l'Assemblée nationale. Nous ne voulons pas, a fortiori, qu'ils gouvernent. Comment comprendre que nous voudrions, ou ils voudraient, qu'ils occupent des postes à l'Assemblée nationale? Et en plus, là par contre, excusez-moi, vous avez une interprétation assez maximaliste du règlement de l'Assemblée. Le règlement de l'Assemblée n'impose pas, et vous le savez, que le Rassemblement national y soit représenté. Donc pour moi, la logique de Front populaire et de Front républicain, la logique de Front républicain, c'est aussi une forme d'endiguement, et je l'assume, vis-à-vis des responsabilités. S'ils ne peuvent pas accéder au gouvernement, pourquoi nous accepterions qu'ils aient des responsabilités au niveau parlementaire? Je ne vois pas pourquoi. On va retourner à l'Assemblée. On va retourner à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, retrouvez Léopold et Mathieu. Vous êtes avec le député Alexis Corbière. Oui, on est avec Alexis Corbière. Bon, on se rapproche de la fin, ça y est, enfin, 3 tours dans maintenant à peu près 20 minutes. Alexis Corbière, on va en savoir plus. Il y a 2 hypothèses sur la table. Si on exclut le Rassemblement national, qui au moment où on se parle ne semble pas pouvoir être en capacité de siéger pour ce perchoir, c'est soit vous pour le bloc du nouveau Front populaire, soit Yael Braun-Pivet qui vous devance là de 9 voix, de 8 voix pour l'instant. Avouez que ce serait un paradoxe que ceux qui sont battus retrouvent la présidence de l'Assemblée nationale. Ça voudrait dire que la droite, qui s'est présentée en opposition avec Emmanuel Macron, trahit en quelque sorte ses électeurs. Ça serait l'idée aussi, l'esprit du fait que le groupe le plus important, je dis le plus important, et je sais bien, pas majoritaire, mais le nouveau Front populaire, puisse bénéficier de la logique des choses, c'est que nous ayons la présidence de l'Assemblée nationale. On va voir, il y a beaucoup d'inconnus. Est-ce que le Rassemblement national va voter comme un seul bloc? Je rappelle qu'il y a 2 ans, il y avait eu quand même un petit jeu de faux semblants où le Rassemblement national avait aidé Mme Braun-Pivet à être élue. C'est désisté au second tour, on le rappelle. On va voir ça, on va voir ce qui se passe. Écoutez, on s'est rassemblé derrière la candidature d'André Chassaigne. C'est un élément de réponse à un autre débat qui suit, à savoir que le Front populaire peut se rassembler derrière une candidature unique. C'est un message que j'envoie. Et à bon entendeur, salut. Après, si André Chassaigne perd, c'est fichu pour Matignon? Non, ce qui n'est pas fichu. Une fois de plus, ce qui serait scandaleux, c'est que le vote des électeurs, qui est complexe, mais dont ce que j'en comprends, c'est que le bloc le plus cohérent, le plus important, c'est le nouveau Front populaire. Nous devons faire une proposition... Mais aussi, il y a un grand absent c'est Emmanuel Macron. Et pourquoi lui n'a-t-il pas réuni les chefs du nouveau Front populaire pour leur dire, dès que vous me proposez un nom, je le nomme Premier ministre? On aurait bien voulu assister à la réunion. Bah oui, mais ce serait son rôle comme président de la République. Voilà. Et enfin, pour terminer, je propose une méthode. Depuis, elle a été reprise et je m'en félicite. Là, il y a une discussion à 4 que je peux comprendre, qu'il ne faut pas ridiculiser. Elle est compliquée, les responsables politiques sont des gens sérieux. Mais pourquoi ne pas réunir les 190, 192 députés du Front populaire? Et les faire voter tout ça? D'abord, attendez, un peu de méthode, que d'abord celles et ceux qui éventuellement sont pressentis pour être Premier ministre expliquent leur méthode, leur stratégie, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'on sorte un peu des faux semblants et parfois des procès d'intention, et que les députés, avec un système d'ailleurs qui peut être discuté où c'est pas obligé d'être à 50,1, mais qu'on décide. Et je crois que les gens nous attendent là-dessus. Vous êtes heureux dans votre nouveau groupe? Bah ouais, je suis écologiste, je suis social. Vous êtes écologiste maintenant? Je l'ai toujours été. Vous savez, normalement, l'insoumission est un mouvement de gauche, écologiste, et voilà. Et puis là, au moins, on peut parler tranquillement. Non, mais je suis un insoumis. Vos anciens camarades apprécieront cette phrase. Ah bah oui, non seulement ils apprécient, mais j'espère qu'ils comprendront ce que ça veut dire. Non, mais honnêtement, je continue à porter la pensée insoumise. Mais je pense qu'on ne peut pas être pour la 6e République, je l'ai dit, si on fonctionne comme une petite principauté. Voilà, donc je pense que mes amis insoumis, qui n'ont pas aimé ce qui nous est arrivé, mais qui restent dans le mouvement France Insoumise, doivent aider à ce que ce grand mouvement soit à la hauteur de ses promesses et qu'on soit utile au peuple de gauche. Voilà, et qu'on sorte du jeu, c'est dommage. Mais nous avons gagné dans des circonscriptions qui étaient très majoritairement mélenchonistes, qui est, me semble-t-il, qui démontrent qu'il y a une aspiration à ce que nos grandes idées soient portées de manière démocratique. Voilà. En un mot pour terminer, et on vous rend l'antenne évidemment, Céline. Et vous devez aller voter avec cette enveloppe que vous nous montrez en direct sur BFM TV. Ah bah voilà. Vous avez même le vote en direct. C'est un vote à bulletin secret. Oui, c'est un bulletin secret, mais moi j'assume mes votes. En un mot, je voulais vous demander votre réaction si Emmanuel Macron, pour poursuivre ce que disait Mathieu, finalement acter le fait que si vous n'avez pas le perchoir, c'est terminé pour Matignon. Potentiellement, ça peut être dans la tête du chef de l'État. Ceux qui ont été battus aux élections européennes, ceux qui sont battus aux élections législatives, si à la fin ils se retrouvent au perchoir, je veux dire, les Français, ça va les dégoûter. Il faut accepter la défaite. Et si les institutions permettent ça, j'en tire une conclusion, mais ça fait longtemps que je dis, il faut changer d'institution, il faut arrêter ce présidentialisme. Mais attention, il peut jouer au petit jeu, mais chaque fois, la vague de colère monte de plus en plus. Est-ce que Macron peut écouter les Français pour une fois? Il ne l'a pas fait sur les retraites, il ne l'a pas fait après les européennes.
les Français, honnêtement, c'est pas manque de respect à Mme Braun-Pivet ou aux macronistes, ne veulent plus que ce soit eux qui soient en responsabilité. Voilà, on verra. Merci Alexis Corbière, vous avez donc voté avec cette enveloppe. À tout à l'heure, Céline, voilà, vous le voyez, on est maintenant à quelques minutes de ce moment point d'orgue de la journée, avec le moment où on sera en capacité d'abord de voir que le scrutin va être dépouillé, puis ensuite dans un peu plus d'une heure et demie, je pense à peu près, Mathieu, on aura ce moment des résultats très attendus, vous l'avez entendu avec Alexis Corbière. Et ce sera bien sûr à vivre en direct sur BFM TV. Merci Léopold, merci Mathieu. On vous retrouve tout au long de la soirée. Mélodie Mock-Gruy, on va quand même expliquer à nos téléspectateurs comment ça se passe ce troisième tour. Parce que c'est pas exactement la même chose que pour le premier et pour le deuxième. Voilà, le premier et le deuxième tour, c'était un scrutin majoritaire absolu. Donc il fallait que l'un des candidats ait une majorité, la moitié, plus une voix pour pouvoir être élu. Là, ce sera celui qui est le premier en tête. Tout simplement. On aurait pu avoir des surprises, parce qu'un candidat supplémentaire aurait pu dire moi je veux être là pour le troisième tour. Rien n'était cadré. Maintenant on a les trois noms. Et il peut y avoir égalité entre deux candidats ? Il peut y avoir égalité entre deux candidats. Le règlement de l'Assemblée nationale le prévoit. À ce moment-là, c'est le plus âgé qui est élu. Et c'est arrivé une fois en 1888 avec Clémenceau. Et là, je vois un sourire sur le visage d'Alexandre Wiesig, votre candidat qui a 74 ans. Moi qui suis un jeune sénateur, je salue André Chassaigne qui est un vieux député. Et qui a de l'expérience. Et qui a de 22 ans sur les bancs vous avez raison, du Palais Bourbon. et qui au bénéfice de l'âge pourrait l'emporter, ce qui serait une bonne chose. Non, mais c'est vrai que c'est pas du tout théorique, puisqu'en fait il y a très peu de voix qui séparent André Chassaigne qui a fait 202 voix et Yaël Braun-Pivet 210, et qu'on a 12 voix de Lyotte plus les 5 abstentions, donc on a 17 voix qui vont se répartir. En prenant l'hypothèse à laquelle personnellement je ne crois pas, mais on va voir ça dans quelques minutes, je pense qu'une partie du Rassemblement national va voter pour Yaël Braun-Pivet. Mais supposons que Chenu fasse ses 143 voix, les 17 voix qui vont se répartir peuvent très bien donner une majorité à André Chassaigne ou aboutir à une égalité entre André Chassaigne et Madame Braun-Pivet. Et imaginez en effet qu'on se place dans cette configuration que vous décrivez, qui est possible, c'est-à-dire en effet des voix du Rassemblement national qui viendraient faire la pointe, comme on dit, pour que Yaël Braun-Pivet l'emporte. Vous imaginez le message politique dévastateur. C'est-à-dire qu'en fait, élu sur le front républicain, pour arriver jusqu'à l'Assemblée nationale, pour arriver et se hisser jusqu'au perchoir, cette fois on compte sur le Rassemblement national. Ça change, ce serait quand même un message politique totalement catastrophique pour ce qu'on appelle le bloc central. Et Mélodie